Salam. Aujourd'hui, je vais vous parler de la muqabala. La muqabala, en fait, c'est cette rencontre que l'on fait dans le but de se marier avec une personne. Donc, quand un homme est intéressé par une femme ou une femme intéressée par un homme et qu'ils organisent une muqabala, c'est pour discuter justement des termes du mariage et voir si il y a possibilité justement d'aller plus loin et de se marier. Et lors de cette muqabala, en règle générale, les prétendants vont discuter de certains points afin de vérifier si c'est la bonne personne. Alors, bien entendu, une muqabala, si on n'en fait qu'une, c'est très court. Donc, généralement, les frères et sœurs ont tendance à vouloir réitérer cette muqabala, en vouloir faire une deuxième, troisième pour poser d'autres questions parce qu'ils ont d'autres questions qui leur viennent à l'esprit. Donc, cette muqabala, elle se fait dans un espace bien particulier, en public, avec le mahram de la femme, si elle en a un. Voilà. Donc ça c'est vraiment dans un cadre très légiféré. Les questions qui sont posées, ce sont des questions très respectueuses et qui n'ont que pour but de voir si il est possible de construire un avenir ensemble, un avenir sur le long terme, et pas juste se marier et puis après décider au bout de 6 mois ça marche pas, on divorce. Donc voilà, grosso modo. Ces questions-là, en fait, je vais les passer en revue thème par thème. Euh, Elles sont pertinentes. Après, encore, je précise, quand c'est marqué sans question, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument venir avec sa liste et cocher toutes les cases une par une. Voilà, c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous-même déjà vous lisiez ces questions avant, vous en imprégniez, surtout si vous n'avez jamais été marié, jamais été en couple ou quoi que ce soit, et que du coup vous ne connaissez rien en fait à la vie en couple. Donc ça va vous donner des idées sur ce à quoi il faut penser, sur ce sur quoi il faut réfléchir. Euh, mais après, une fois que vous avez déjà de l'expérience, vous n'avez pas vraiment besoin de ces questions-là. Si vous avez déjà été marié, vous savez exactement ce que vous n'avez pas envie de reproduire, ce que vous recherchez. Donc voilà. Donc là, ces questions-là, c'est plus pour celles qui n'ont jamais été mariées ou qui n'ont jamais eu dans leur passé avant de rentrer dans l'islam, qui n'ont jamais été en couple ou quoi que ce soit. Donc, ces questions-là, en fait, elles ont été élaborées par un frère qui s'appelle Faraz Rabbani, que je ne connais pas, mais j'ai trouvé ces questions assez pertinentes et je vais vous les expliquer. La première chose, c'est sa conception du mariage et sa situation matrimoniale. Donc, ces questions s'adressent à la fois aux hommes ou aux femmes, hein, bien entendu. Donc là, on parle de la conception du mariage. On demande à la personne si elle a déjà été mariée. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, à savoir comment ça s'est passé, pourquoi, voilà. C'est juste pour savoir, est-ce que déjà tu as une expérience du mariage ou pas? Donc, tu sais ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes habitudes que toi. Est-ce que tu sais ce que c'est que de faire des concessions? Enfin, voilà, quand la personne a déjà été mariée. Après, on peut demander pourquoi le mariage a pris fin. Est-ce que c'était de son initiative à lui ou celle du conjoint, de la conjointe? Euh, quelles en, quelles en ont été les réponses, mais de manière assez vague. Enfin, faut pas rentrer trop dans les détails, mais savoir si c'était lié, par exemple, à des violences conjugales. Bon, ils vont peut-être pas vous le dire, mais si c'était parce que il ne voulait pas que sa femme travaille alors que vous voulez absolument travailler, ou si c'était parce que donc en fait, ça donne une petite indication à savoir est-ce que vous accepteriez les mêmes choses ou pas. C'est-à-dire que si vous dit parce que moi je veux pas que ma femme travaille, alors que vous voulez absolument travailler, bon, on va s'arrêter là. Enfin, il va pas retomber dans un autre mariage et après divorce le jour où vous allez lui dire que vous voulez travailler. Euh, Es-tu marié maintenant? Alors ça, c'est une question qui est importante et faites attention aux réponses parce que certains frères vont vous dire non, je ne suis pas marié. Par exemple, on est en France, on va dire non, je ne suis pas marié en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas marié. Ça veut dire qu'il n'est pas marié en France, mais il est peut-être au bled. Donc faites très attention. Dites-lui, est-ce que tu as déjà une autre épouse? Peu importe où elle est, dans quel pays, dans quelle planète ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup en fait qui essaient de cacher le fait qu'ils sont déjà mariés, qui cherchent une seconde épouse et ils n'ont pas. Et dans la charia, en fait, ils n'ont pas à le dire, en fait, ils n'ont pas à demander l'autorisation, sauf si ça faisait partie des conditions du mariage avec la première épouse. Mais voilà, donc ça, c'est important que vous posiez la question, que vous fassiez attention à la réponse, à la manière dont la personne répond, dont le frère répond, je veux dire. Quelles sont tes attentes du mariage? C'est-à-dire comment tu vois en fait le rôle du marié, le rôle de l'épouse? Comme je vous ai dit, est-ce que c'est la maman en fait, l'épouse elle reste tout le temps à la maison, elle s'occupe des enfants, s'occupe de la famille, enfin voilà. Ou est-ce qu'elle a le droit de aller travailler, sortir quand elle veut avec ses amis, ou est-ce qu'il faut qu'elle vous demande qu'elle demande la permission à chaque fois avant de sortir? Voilà, il faut être honnête dès le départ.
Entends-tu pratiquer la polygamie? Donc ça aussi, c'est une question qu'il faut aborder. J'insiste là-dessus parce que moi, j'ai certaines sœurs, des fois, qui m'appellent, qui me disent, voilà, mon mari veut prendre une seconde épouse, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas un hadith, un verset qui peut m'aider, genre une potion magique? Non, il n'y a pas de potion magique. C'est son droit. La seule chose qui aurait pu l'empêcher, c'est que dans les conditions du mariage, tu stipules que tu ne souhaites pas qu'il prenne une seconde épouse. Après, il accepte ou il n'accepte pas le mariage. S'il estime que non, il n'a pas accepté une telle condition, bah, dans ces cas-là, il trouve une autre femme. Cheikh Al-Uthaymeen, il le dit très bien dans le Sharh al-Mumti', il le dit, l'homme n'est pas obligé d'accepter cette condition. Il y a plein d'autres femmes sur Terre. Mais s'il veut épouser cette femme-là et que cette femme-là, elle lui dit que la condition, c'est que tu ne prends pas une deuxième épouse, ou une troisième, ou une quatrième, dans ces cas-là, il doit la respecter. Et je me souviens d'un cheikh à qui on avait posé cette question-là. C'était une sœur qui avait posé cette question à ce cheikh, et ce cheikh, il lui a dit, en fait, elle était en panique, elle pleurait parce que son mari voulait prendre une autre épouse, et il lui a dit, écoute, t'avais qu'à apprendre ta religion avant de te marier. Et j'ai trouvé ça très dur comme remarque, mais en même temps, c'est ça, il faut que vous appreniez votre religion. Il faut que vous étudiez le chapitre du mariage en islam avant de vous lancer dans le mariage. On continue. Donc ça, c'est pour la conception du mariage et la situation matrimoniale. Après, ces grands projets dans la vie, ça aussi, c'est super important. Si vous avez un rêve au fond de vous qui est d'aller faire la hijra, de partir vivre, je ne sais où, à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Maroc, peu importe, il faut le dire dès le départ. Il ne faut pas le cacher en vous disant, bon, j'en parlerai une fois qu'on sera bien marié, que la situation sera stable et compagnie. Parce qu'il y a plein de couples qui se marient et puis au bout de 6 mois, un an, l'un des deux dit bon voilà, moi en fait j'ai toujours voulu partir, donc là je pense qu'on peut, on a l'argent, on a ce qu'il faut, et l'autre qui dit bah non, moi il est hors de question, il n'a jamais été question que je quitte mon pays, que je quitte ma famille, moi je reste auprès de ma famille, j'ai pas envie d'aller dans un autre pays. Donc ça c'est quelque chose dont il faut parler très très rapidement dès le départ. Il faut être honnête, il faut être transparent. Il ne faut pas cacher ce genre de choses parce que dès qu'il y aura les enfants, beaucoup se disent avec les enfants, de toute façon, ils ne divorceront pas. Si, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus maintenant qui acceptent de divorcer, même avec des enfants en bas âge. Donc voilà. Ces critères de choix pour la partenaire de vie. Euh, alors, quel genre ça c'est important aussi de savoir comment est-ce qu'on conçoit en fait sa vie d'un point de vue religieux. Pourquoi tu m'as choisi? En fait, qu'est-ce qui t'a intéressé dans mon profil? Si vous dites ce qui m'a intéressé, c'est parce que tu bosses dans telle société ou je ne sais quoi, bon, laissez tomber. Vous n'avez pas travaillé dans cette société toute votre vie. Mais par contre, si vous dites c'est parce que tu étudies les sciences religieuses depuis très longtemps, je vois que tu as un bon caractère, ou je vois que tu es un bosseur, que t'as pas honte en fait de prendre le moins de petits boulots qu'on te donne juste pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est des qualités en fait chez un homme. Euh, il faut que la religion elle ait un rôle primordial dans la vie de la personne aussi. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de secondaire. Il y en a beaucoup qui malheureusement vont vous dire oui, moi je suis dans le dîn, oui, moi je prie, ceci, cela, mais bon, voilà. C'est-à-dire que si vous grattez un petit peu, vous allez vous rendre compte que si vous leur posez la question du genre, bah alors du coup, tu travailles, enfin parce que moi à l'époque je travaillais à la Défense et on n'était pas beaucoup allé à la mosquée. Et pourtant la Défense est immense, mais ça se bousculait pas énormément, hein, alors que normalement il devrait y avoir énormément de monde, hein. Si tous les musulmans, tous ceux qui se disent musulmans, allaient prier, hein, voilà. Donc c'est pas tout le monde en fait qui va prier à l'heure. Beaucoup attendent de rentrer à la maison pour prier en se disant oui, mais bon, j'ai un travail, faut bien que je gagne ma vie. Oui, mais bon, moi je priais dans les cabines d'essayage pour être sûr de prier à l'heure. Donc voilà, il y a toujours un moyen de s'arranger. Donc c'est important de voir comment est la personne dans sa religion. Après aussi d'un point de vue spirituel, est-ce que c'est quelqu'un qui est très fermé ou quelqu'un qui est plutôt ouvert ou quelqu'un qui est très laxiste, quelqu'un qui est très strict? Ça, vous allez le voir tout de suite en fait dans sa façon de parler, sa façon de s'exprimer sur des sujets. Prenez un sujet au hasard et discutez-en et voyez comment la personne en fait elle réagit. Est-ce qu'elle accepte le débat ou est-ce que la personne elle est fermée? C'est non, c'est comme ça et puis c'est tout, c'est pas autrement. Voilà. Vous le verrez en fait au son de la voix de la personne, comment elle réagit. Si c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve de douceur, de pédagogie, ou si c'est quelqu'un qui s'emporte très vite. Ensuite, ces relations sociales. Euh, Quelle est la relation avec la communauté islamique? Qu'est-ce qui fait du bénévolat? La relation avec la famille, avec les amis, voilà. Donc ça,
c'est pour voir si la personne, c'est quelqu'un de sociable, hein, tout simplement. Enfin, c'est important d'être sociable parce que c'est là quand on est sociable, en fait, on montre qu'on est capable, en fait, de s'adapter aux autres. Alors que les gens lorsqu'on dit qu'une personne n'est pas sociable, c'est une personne en fait qui est très fermée, butée, qui ne voit les choses que de sa manière, avec des œillets. Et voilà, il faut qu'on le suive, il faut qu'on suive cette personne, il faut qu'on fasse comme cette personne, il faut qu'on pense comme cette personne, sinon ça va pas. Et ça, c'est pas vivable. C'est franchement pas vivable. Vous êtes sinon vous vous transformez en esclave. C'est-à-dire oui maître, oui maître, oui maître. Non, c'est pas ça. Être sociable, ça veut dire on accepte de faire des concessions, on accepte, on sait vivre en société. On sait vivre avec les autres, on accepte le fait que les autres sont différents, qu'ils pensent pas comme nous, qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que nous, voilà. Euh, Après, la relation avec la famille. Est-ce qu'il est très proche de sa famille ou à l'inverse, pas du tout proche? S'il est très très proche de sa famille, c'est-à-dire qu'il passe ses journées chez sa famille, là, il faudra lui expliquer, lui dire, mais tu as l'intention de continuer à passer tes journées chez ta famille ou tu vas passer tes journées avec moi? Parce que voilà, il y en a beaucoup qui veulent continuer en fait leur petite vie, continuer à visiter leur famille et puis ils rentrent le soir juste pour leur épouse. Voilà, faut donner un peu à chacun en fait. Et puis, il faut pas oublier qu'au départ, il faut quand même construire sa vie avec son conjoint. Donc, il faut passer du temps avec cette personne pour pouvoir apprendre à la connaître et, euh, et lui donner ce haq. Euh, Est-ce que il y a quelqu'un de la famille qui vit avec lui? Est-ce que il a l'intention de faire venir quelqu'un de la famille vivre avec vous? C'est-à-dire que si jamais demain il y a quelqu'un qui lui dit qui est en galère de je ne sais quoi et il a besoin d'un logement, est-ce que vous êtes prêt à l'héberger pendant 6 mois, un an? Est-ce que ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Si vous dit bah moi ma mère elle viendra habiter avec nous ou mon père il viendra habiter avec nous, est-ce que ça vous gêne ou pas? Il faut le dire dès le départ. Il faut pas avoir honte. Si vous estimez que c'est quelque chose qui n'est pas possible, c'est pas grave, on va pas vous en tenir rigueur. On va vous en tenir rigueur si vous dites non, ça me dérange pas, et puis après, il l'a fait venir, et puis vous commencez à être désagréable avec sa mère, alors que dès le départ, vous avez dit oui. Il vaut mieux dire dès le départ, écoute, non, moi je préfère pas, on lui trouvera un logement pas loin éventuellement, et on s'assurera en fait qu'elle manque de rien et tout, mais je préfère pas vivre avec des membres de la famille. Voilà, il faut être honnête dès le départ. Euh, À contrario, si la personne elle a coupé les ponts avec sa famille, hein, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que il a aucun respect pour ses parents, il leur parle mal, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont convertis? Dans ces cas-là, c'est pas de leur faute, mais c'est bon. Il faut quand même savoir en fait quelle relation ils ont avec leurs parents, parce qu'ils vont quand même faire partie de votre famille. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur votre couple ou pas? Euh, et je me souviens d'une dame qui m'avait dit un jour, elle m'avait dit, regarde comment l'homme se comporte avec sa mère et tu auras une idée à peu près de comment il se comportera avec toi. S'il a déjà pas de respect pour sa mère, c'est qu'il n'aura pas de respect pour aucune femme. C'est qu'à la base, il n'a pas de respect pour aucune femme. Voilà. Euh, alors ensuite, ses connaissances au milieu. Ça, c'est important de le savoir, de voir qui il fréquente. Alors là, il dit nomme-en trois au moins, c'est pas la peine de nommer, enfin, bon, à moins que vous les connaissez, mais bon, c'est savoir le genre de connaissances qu'on fréquente. Est-ce que ce sont des gens qui sont, si vous dites qu'il n'a que comme ami je sais pas, des gens qui sont qui dealent de la drogue ou je ne sais quoi, mais parce que ce sont leurs potes d'enfance, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Bon, c'est, voilà, on peut comprendre que ce sont des amis d'enfance, mais après, en faire des amis proches, alors que, bon, chacun voit comme il veut, mais voilà, ça donne une idée, en fait, de la personne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens que vous fréquentez, et ça, on le dit souvent, surtout dans le business, les gens qui vous entourent, en fait, ils ont un impact sur votre vie, sur votre style de vie, sur votre business, sur votre façon de gérer votre vie, sur tout. Et donc, du coup, vous êtes la somme, en fait, de ces personnes qui vous entourent. Vous êtes un mix de tout ça. Donc, il faut faire très attention à bien choisir votre entourage. Si vous êtes tout le temps entouré de gens qui sont négatifs, dépressifs, bon, ben voilà, vous allez finir par être dépressif aussi. Mais si vous êtes entouré que de gens qui sont ambitieux, voilà, qui ont la niaque, bah, vous allez vouloir être pareil, hein. Vous allez vouloir faire la même chose. Après, si vous êtes entouré de gens qui sont prêts comment dire, franchir les limites, à tomber dans le haram pour obtenir ce qu'ils veulent, vous risquez en fait
de faire la même chose. Donc, il faut faire attention à bien choisir les bonnes personnes qui vous entourent. Euh, Après le mariage, quelle sera ta relation avec eux? Ça, c'est pour les personnes qui ont tendance à passer beaucoup de temps avec leur entourage, avec leurs amis. Bon, il y a des sœurs qui passent leur temps au téléphone avec leurs copines, qui passent leur temps à aller à gauche, à droite avec leurs amis. Les frères, pareil, ils sont tout le temps dehors avec eux et compagnie. Une fois que vous êtes mariés, vous pouvez plus vous permettre de faire ça parce que vous allez devoir vous occuper de votre foyer, vous allez devoir vous occuper de votre conjoint, apprendre à le connaître, faire des activités ensemble. Donc, vous allez devoir passer moins de temps avec vos amis. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça ou pas? As-tu des amis du sexe opposé? Ça aussi, c'est important de le savoir, hein. Il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est pas un problème en fait d'avoir des contacts de femmes avec qui ils discutent de temps en temps. Et ils vont vous dire, hein, c'est juste une collègue, c'est juste une copine, on n'a rien, voilà, c'est juste on discute, hein. Pour eux, c'est normal, ils voient pas le mal. Voilà, donc ça, c'est important de clarifier ce point-là. Euh, Ensuite, les temps de loisirs. Ces temps de loisirs. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant son temps libre? Pourquoi on pose cette question-là? Ben, vous, quand vous actuellement vous êtes célibataire, quand vous avez un peu de temps libre, vous avez tendance à faire certaines choses. Quand vous allez être en couple, il faudra savoir si vous pourrez continuer à faire ces choses-là ou si vous allez devoir passer un peu moins de temps à les faire et passer un petit peu plus de temps à partager des activités avec votre mari. Donc, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes activités, lui et vous. Si lui, par exemple, ce qu'il aime faire, c'est, je sais pas, je vous dis un exemple, aller à la pêche, alors que vous, le week-end, vous aimez bien faire du shopping. Bon, il y a un gap quand même, il y a un fossé. Donc, vous n'avez pas vous séparer tous les week-ends, chacun va de son côté. À un moment, il va bien falloir partager des week-ends ensemble, hein. Créer quelque chose, créer du lien entre vous. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez faire une activité plus shopping, plus pêche. Enfin, voilà, faut comprendre ça en fait, hein. S'il vous dit non, moi par contre, j'aime pas sortir. Moi, les week-ends, c'est la maison, la télé, c'est tout. Voilà, j'aime pas sortir, je suis fatiguée, je travaille toute la semaine, le week-end hors de question. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? C'est-à-dire que bah déjà là, il y en a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de sœurs qui me disent qu'elles cherchent à se marier parce qu'aussi elles ont besoin de compagnie et elles aimeraient bien faire des activités avec leur époux. Si votre mari vous dit non, moi c'est métro boulot dodo toute la semaine et le week-end allongé sur le canapé à regarder la télé ou je ne sais quoi, laisse tomber les activités. C'est pas la vie que vous voulez. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin dans ces cas-là. Si vous voulez partager des moments avec votre époux, alors en même temps, vous n'allez pas partager tous les week-ends avec votre époux. Comme on l'a dit, il y a des week-ends, il va aller passer avec ses copains, il y a des week-ends, il a d'autres choses à faire, mais au moins, vous allez partager des choses ensemble, en fait. C'est important, en fait. Euh, est-ce que il aime partir en vacances? Si vous avez l'habitude de beaucoup voyager, tous les ans, vous voyagez, et que lui vous dit, ah, moi, hors de question, je dépense pas mon argent pour aller en vacances, en voyage ou ceci, cela. Donc, si tu veux y aller, bah, tu iras toute seule ou tu iras avec tes copines. Vous aurez l'impression, en fait, que vous êtes toujours célibataire, que vous n'êtes pas marié, en fait. S'il faut que vous fassiez tout avec vos amis et rien avec votre mari, à quoi ça sert de se marier dans ces cas-là? Si ce n'est pour avoir des enfants. Euh, Ensuite, sa culture et son intelligence émotionnelle. Ça, c'est par rapport, en fait, à son comportement, son attitude. Est-ce que c'est quelqu'un qui... ça, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, vous allez parler avec la personne. Vous allez voir déjà le vocabulaire qui est employé. Est-ce que c'est un vocabulaire qui est soutenu ou il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup de jurons, il y a beaucoup d'expressions, un peu de racaille. Est-ce que c'est quelqu'un qui se met en colère ou pas? Il y a un dicton qui dit il est important lors de la première relation de mettre en colère la personne pour voir comment elle réagit, de le faire exprès, de faire exprès de mettre en colère la personne, juste pour voir sa réaction, pour voir si la personne, elle dépasse les limites ou si elle est capable de se contenir. Et après, bon, d'expliquer que c'était fait exprès, hein, bien entendu, pas, voilà. Euh, Juste pour tester, hein, c'est une façon de tester, en fait. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se mettent en colère, qui ont l'air très doux, très gentils. Alors, une fois qu'ils sont en colère, faut avoir les épaules. Donc, c'est important de discuter de ça aussi. Après, quand le frère, en fait, il dit dans ses questions, qu'attends-tu à ce que enfin, comment est-ce que tu es lorsque tu es en colère et qu'est-ce que tu attends de ton épouse lorsqu'elle est en colère? J'ai du mal à imaginer quelqu'un répondre, moi, quand je suis en colère, je frappe.
je frappe ma femme, je la tabasse ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai du mal à imaginer quelqu'un puisse être honnête et dire non, mais moi ça va. De toute façon, je me mets très rarement en colère ou quoi que ce soit. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut tester, je pense. Et ça, c'est quelque chose qui se verra lors de la discussion et surtout lors de débats. C'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord avec lui, que vous lui montrez peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous voyez en fait comment il réagit. Si c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui tienne tête et qui se met vite en colère, ou si c'est quelqu'un qui dit bon bah après c'est ton avis, c'est ton opinion, et voilà. Euh, Après, quand une dispute éclate au sein du couple, comment le différend devra-t-il être résolu? Ça, c'est des questions, si vous n'avez jamais été marié, ça va être difficile pour vous d'y répondre. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est si vous avez des disputes avec vos amis, alors la famille c'est autre chose, mais avec des amis ou des collègues, comment est-ce que vous gérez ça en fait en règle générale les disputes? Est-ce que vous en discutez tout de suite ou vous vous dites bon ça va passer, on laisse tomber et puis en fait ça passe pas, mais bon, voilà. Euh, Qu'est-ce qui constitue selon toi un abus mental, verbal, émotionnel et physique? Alors si la personne elle a tendance à faire preuve de ça, d'abuser des gens mentalement, verbalement, émotionnellement, physiquement, elle vous le dira pas. Je pense pas qu'elle vous le dira. Euh, mais par contre, ce que vous pouvez dire, c'est que vous n'acceptez pas ce genre de choses. C'est-à-dire que autant vous n'acceptez pas la violence physique, ce qui est normal, mais aussi la violence verbale, en fait, psychologique, qui est plus courante que la violence physique. La violence psychologique, émotionnelle, c'est rabaisser tout le temps la personne, lui dire que c'est moins que rien, la traiter, l'insulter de tous les noms, et puis après revenir vers elle, non mais je m'excuse, je te kiffe, et puis après on recommence à insulter, et ceci, cela. Voilà, ça c'est de l'abus psychologique. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter non plus. On continue. Alors, la santé et le style de vie. Souffres-tu d'une maladie chronique quelconque? Alors, on pourrait penser que c'est un peu déplacé comme question et qu'il vaudrait mieux pas les poser lors de la muqabala, qu'il vaudrait mieux attendre que la personne a... Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, hein, qui m'ont dit non, mais il faut pas que... Parce que moi, personnellement, j'ai eu un cancer et je trouve tout à fait normal de le dire en muqabala que j'ai eu un cancer. Bon, voilà, c'était il y a 10 ans, mais la personne a le droit de savoir que voilà, j'ai des cicatrices, j'ai ceci. Bon, c'est pas voilà et que ça pourrait revenir un jour, mais en même temps, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Moi, c'était même pas, les médecins n'arrivaient même pas à comprendre pourquoi j'en ai eu un. Donc, ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Mais ça me gêne pas d'en parler. C'est normal. Et je pense en fait qu'il faudrait pas avoir honte de parler de ça. Alors, c'est vrai que pour certains, ils veulent des époux, des conjointes qui sont nickel, qui sont en parfait état, qui n'ont jamais eu aucune maladie. Faut arrêter, hein, on n'est pas des holy, hein. On n'est pas encore arrivé au paradis. Hein. Donc voilà, il faut en parler parce que si la personne, elle vous dit qu'elle a une maladie chronique, comme par exemple, je sais pas, elle a un problème au niveau des reins, qu'elle a besoin d'une dialyse toutes les semaines, il faut que la personne elle aille à l'hôpital. Et si vous avez des enfants, bah voilà, il faudra que quelqu'un s'occupe des enfants pendant que la personne, elle reste à l'hôpital pour faire ses dialyses, et puis c'est fatigant, et puis ceci, et puis cela. Enfin, voilà, il y a des petites choses qu'il faut savoir, qu'il faut quand même connaître à l'avance. Euh, Au niveau de la bonne santé et de la bonne alimentation, comment en prendre soin. Après, il y a des gens qui sont très portés là-dessus, c'est-à-dire qui sont, voilà, on fait très attention, on ne mange que du bio, on fait du sport. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent justement ce genre de profil, des personnes qui sont à fond là-dedans. Bon, si c'est ça que vous recherchez, une personne qui fait du sport toutes les semaines, qui s'entretient, qui mange bio, qui fait un régime, une façon de parler, quoi que ce soit, qui fait attention à sa ligne, il faut le dire dès le départ. Parce que si vous vous rendez compte après que la personne elle a deux, trois bourrelets par-ci par-là et que ah non mais c'est pas possible, hors de question. Voilà, ça se passe de commentaires. La gestion des ressources. Alors, l'argent, le nerf de la guerre. C'est important de définir dès le départ qui paye. Normalement en islam c'est le mari qui paye tout. Mais malheureusement de nos jours, on se rend compte que beaucoup d'hommes comptent beaucoup sur leurs épouses. Et je vois de plus en plus de femmes qui elles travaillent qui gagnent même plus que leur mari et qui doivent tout payer. Des fois, au départ, c'était juste participer un petit peu, puis au final, après, c'est on partage, et puis au final, c'est carrément le mari qui se dit bon, bah, je vais pas chercher de boulot, c'est bon, ma femme, elle travaille, je vais prendre mon temps tranquille pour trouver quelque chose. Et au final, on a l'impression d'avoir des couples inversés. C'est la femme qui bosse et c'est le mari qui reste à la maison, mais qui fait pas à manger. Par contre, il attend que sa femme rentre pour faire à manger. Donc, ça, il faut l'expliquer dès le départ.
Il faut vraiment l'expliquer dès le départ et aussi sa gestion financière, c'est-à-dire au niveau de si la femme décide de travailler, l'argent normalement il est pour elle. Après elle peut participer bien entendu, euh, mais normalement elle doit le garder pour elle son argent, c'est son argent. Si le mari dit non, bah moi je suis pas d'accord. Moi j'ai déjà entendu des frères dire ça, hein. Dire bah non si tu travailles bah tu participes à moitié. Je vois pas pourquoi je serais le seul à payer, alors que c'est les règles en islam. Mais voilà. Au moins, les personnes sont honnêtes. Il faut en parler, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de tabou, en fait, dans ce domaine-là. Ensuite, au niveau des dettes, des crédits et tout ça, je me souviens d'une amie qui m'avait appelé, qui était en pleurs et qui me disait mon mari veut prendre un crédit, il veut acheter une maison au bled, tout le monde lui dit que si c'est autorisé, qu'on peut et ceci cela, qu'est-ce que je fais? Je dis non, surtout tu fais pas, c'est interdit. Après si c'est des achats dans un cadre islamique, c'est possible, mais là prendre un crédit à la banque en France avec des intérêts et compagnie, non, c'est haram. Et elle me dit oui, mais là il veut plus me parler, ça fait plusieurs semaines et tout. Je dis c'est pas grave, Allah il te récompensera. C'est un test, mais lâche pas. Ne lâche surtout pas, ne fais surtout pas cette erreur-là d'accepter, parce que lui il voulait qu'elle investisse aussi une part de ses économies. Et pendant plusieurs mois, il a refusé de lui adresser la parole. Et un jour, il rentre à la maison comme si de rien n'était. Il lui dit hey, tu sais ce que je viens d'apprendre que c'était à quel point c'était haram les intérêts. Il dit heureusement que tu m'as interdit de le faire. Il me dit franchement, je savais pas, hein. Et puis après, il va dans la chambre et il va regarder la télé. Elle, pendant des mois, elle a pleuré, elle a souffert. Et au final, bon, alhamdoulilah, il a fini par comprendre son mari. Donc, ne lâchez rien, ce sont des tests. Donc, faites très attention à ça. Euh, Après, qu'attends-tu financièrement de ton épouse? On en a déjà parlé, c'est-à-dire que si elle travaille, est-ce que vous attendez à ce qu'elle participe? Alors moi, je me souviens qu'il y a une sœur qui m'avait dit que elle, en fait, bon, elle participe, enfin, c'est son mari qui paye tout, mais par contre, ils s'étaient mis d'accord que, bon, comme c'était elle qui préparait à manger, ils s'étaient mis d'accord aussi que c'était elle qui devait préparer les repas et tout ça, et que si jamais un jour elle était fatiguée, elle n'avait pas envie de cuisiner, qu'elle devait commander à manger, eh ben, elle devait le prendre de son argent à elle, pas de son argent à lui. Parce que lui, en fait, il payait les provisions qui sont dans le frigo et tout ça pour qu'elle cuisine, mais que si elle ne voulait pas utiliser ces provisions-là pour faire à manger et qu'elle préférait acheter, dans ces cas-là, elle devait utiliser de son propre argent à elle. Donc voilà. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes dont on est financièrement responsable? Ça, cette question, elle est intéressante, surtout si le conjoint en fait a déjà été marié et a des enfants et doit payer une pension. Ou alors s'il paye déjà beaucoup d'argent, enfin il dépense tous les mois pour les études, par exemple, de sa petite sœur, ou pour ses parents, ou pour autres. C'est important de le savoir, de savoir qu'il y a une grosse partie de ses revenus qui sont déjà utilisés pour autre chose, en fait. Ensuite, l'éducation des enfants. Alors déjà, ce serait bien dès le départ de savoir est-ce que vous voulez avoir des enfants ou pas et combien. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des enfants. C'est pas tout le monde qui va avoir des enfants tout de suite. C'est pas tout le monde qui est prêt à attendre. Il y en a qui veulent des enfants tout de suite, il y en a qui préfèrent attendre au moins un an ou deux parce qu'ils préfèrent terminer leurs études ou je ne sais quoi, surtout pour les jeunes, ou qui préfèrent d'abord faire la hijra avant de pouvoir avoir des enfants. Bon, chacun a ses raisons. Mais ça, c'est important d'en discuter dès le départ et de savoir combien on en veut aussi. Si on n'en veut que un, deux. Je vous donne l'exemple d'une copine. Ils n'en avaient pas discuté, elle et son mari. Et, dès qu'elle a eu son deuxième ou troisième enfant, son mari en fait n'était pas d'accord. En fait, il en voulait pas. En fait, c'est le troisième, je crois. Il en voulait pas. Et il a dit non, tu te fais avorter. Moi, j'ai jamais voulu avoir autant d'enfants. Moi, j'en voulais juste un ou deux. Et elle a dit mais ça va pas, on n'avorte pas, c'est interdit en islam l'avortement. Et il a dit non, mais moi je veux pas la hachoma et tout. Moi, je voulais juste un ou deux enfants. Et ils en avaient jamais discuté au départ. Et de peau, ils en ont cinq maintenant. Mais alhamdulillah, ça se passe très bien entre eux. Et en plus, la petite dont il ne voulait pas, elle est née le même jour que lui. Subhanallah al-azim. Allah, il a fait en sorte qu'ils aient tous les deux en fait la même date de naissance, en fait le même jour et les mêmes mois. Et ce qui fait en fait que lui, depuis qu'il a su ça, en fait, c'est devenu sa préférée. Alors qu'à la base, au départ, il voulait carrément que sa femme avorte. Alors, au niveau de l'avortement aussi, c'est important d'en discuter, hein, parce que dans le stress, là, je vous ai donné un exemple, bon voilà, mais il y a un autre exemple d'une sœur à qui on a annoncé que son premier enfant, vu qu'elle avait un certain âge, il allait peut-être être trisomique. Et elle avait déjà passé la période.
Euh, et donc, du coup, dès qu'elle l'a annoncé à son mari lui a dit t'avortes. Et dit moi je veux pas d'un enfant trisomique, ça va pas. C'est trop difficile à gérer. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Blablabla, ceci, cela. Et elle m'avait appelé pour me demander conseil, si c'était autorisé ou pas. J'ai dit écoute, l'islam il est clair là-dessus. Hein. Je vais pas te donner une autre fatwa. J'ai dit mais ce ne sont que des suppositions qu'on te donne. Si ça se trouve, il se passera rien. Fais des doigts. On va continuer à faire des doigts et Inch'Allah, il va rien se passer. Et elle a eu un parfait enfant, Inch'Allah, Allah barik. Et elle est en très bonne santé, Allah barik. Donc, comme quoi, là aussi, c'est un test. Euh, après, quelle est la relation que l'on souhaite avoir avec ses enfants et comment en fait on envisage en fait est-ce que c'est que la maman qui va s'occuper des enfants ou est-ce que le papa il se voit bien s'occuper de l'enfant de temps en temps se lever la nuit pour le changer s'il y a besoin de le changer ou quoi que ce soit ou euh, les emmener à l'école ou est-ce que non lui hors de question moi je m'occupe de rien c'est la femme qui fait tout. Après, pour les méthodes pédagogiques aussi dans l'éducation, parce il y a des parents, il y a des femmes en fait qui sont beaucoup axées sur l'éducation bienveillante, par exemple. Pour elles, il est hors de question qu'on crie sur un enfant, il est hors de question qu'on tape un enfant, il est hors de question qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Voilà, l'enfant est roi. Et pour d'autres, c'est plutôt l'éducation un peu à la rebeu, c'est oui, on crie un petit peu de temps en temps. Donc voilà, enfin, on réprimande en fait quand ils font des bêtises. Voilà, s'il y a une incompatibilité, il faut le dire dès le départ, en fait. Et c'est bien aussi des fois de savoir un peu comment la personne elle a été élevée, parce que généralement, on a tendance à reproduire la façon dont on a été élevé. Quelqu'un qui a été élevé dans la douceur, justement dans ça, dans cette douceur, bienveillance, ce genre de personne-là a du mal, en fait, à supporter, aura du mal à supporter justement les cris, les engueulades, et encore moins qu'on frappe un enfant ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien, en fait, d'en discuter, voilà. Est-ce qu'on pense en inscrire ses enfants dans les écoles publiques, islamiques, ou alors est-ce que c'est sujet à condition? Tout dépend du pays dans lequel on est, tout dépend des finances, parce que c'est pas aussi simple que ça, hein, on va pas se mentir. Une école islamique, forcément, tout le monde veut ça, mais est-ce qu'elles ont le niveau? Est-ce qu'on a les moyens financiers? Donc, dans ces cas-là, si on les envoie à l'école publique, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de bien cadrer tout ça? Bon, voilà. Enfin, c'est intéressant, en fait, d'en discuter, de voir comment on envisage les choses, même si on n'a pas, même si c'est pour un futur lointain, mais c'est toujours important en fait de le savoir. Si la personne, si un des deux conjoints vient d'une famille non pratiquante, comment est-ce qu'on envisage justement la relation avec est-ce on serait capable de laisser les enfants avec cette famille, sachant que ils mangent pas halal, peut-être qu'ils boivent de l'alcool, peut-être qu'ils fêtent des fêtes que vous ne souhaitez pas fêter, Noël et compagnie. Est-ce que vous accepteriez de les laisser ou pas ou non, ça ne se fait pas. Ça, c'est important aussi d'en discuter dès le départ. Qu'on ne se retrouve pas le jour de Noël à dire bon, moi, j'envoie, je vais rendre visite à ma famille, je prends les enfants. Ah non, il en a hors des questions. Et là, c'est la grosse dispute. Il faut le dire dès le départ. Après, on ne peut pas penser à tout. Hein. Et on n'a pas besoin de penser à tout. On n'a pas besoin de passer en revue toutes les fêtes et tous les cas. C'est juste un cas. Et juste parler d'un cas, ça donne déjà une idée de comment la personne raisonne. Donc, encore une fois, là, toutes ces questions-là, parce qu'on arrive à la fin, c'est vraiment, on vous donne des exemples de questions, mais vous n'avez pas à suivre toutes les questions. Vous les lisez, ça vous donne un peu une idée, en fait, de ce à quoi il faut penser. Et juste vous poser deux, trois questions qui vont englober, en fait, tout ça. D'accord? Et s'il y a des choses pour lesquelles c'est rédhibitoire, c'est-à-dire que lors de la muqabala, vous vous rendez compte que non, moi, je suis intransigeante là-dessus, et vous voyez que l'autre, il n'était pas, ou elle n'était pas très emballée, elle vous dit oui, mais vous ne savez pas si c'était un vrai oui, vous le dites de toute façon, ce sera dans les conditions du mariage. Et là, vous verrez tout de suite si la personne, elle accepte ou pas. Vous dites, moi, et même, j'ai envie de dire, qu'on peut commencer dès le départ, en fait, à réfléchir aux conditions du mariage. Dites, par exemple, peu importe ce que vous voulez, hein, conditions du mariage, c'est-à-dire, tu me laisses travailler, parce que vous avez envie de travailler tout simplement, vous aimez votre métier, vous êtes enseignante, ou vous êtes, je sais pas, vous êtes couturière, ou genre, je ne sais quoi. Mais voilà, je veux pouvoir continuer à travailler, la condition c'est, je veux avoir minimum 3 enfants, voilà, ou minimum 4, ce que vous voulez. Voilà, il faut le dire dès le départ. Il vaut mieux dire ça dès le départ plutôt que d'attendre et d'être déçu par la suite. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Qu'Allah nous facilite à tous, qu'Allah nous aide à être honnêtes dans notre démarche
d'avoir une bonne niya, à être honnête vis-à-vis des autres parce que c'est très très important d'être honnête les uns envers les autres, de pas se mentir, de pas se voiler la face. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'acheter une marchandise à bas prix ou quoi que ce soit, essayer d'entourlouper l'autre juste pour obtenir le meilleur article. Non, vous êtes en train de construire votre vie, votre avenir avec quelqu'un et qu'Allah nous facilite. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.